Romeo Santos. Et la transition est parfaite, c'est juste parfaite par rapport à la... On l'a fait un peu exprès. Alors, Alors, tout de suite après donc, cette conférence principale, Axel, qui donc avec Philippe et avec Stavros Talampiras, donc proposé ces papiers, représentation variationnelle inversible, une nouvelle approche pour la synthèse sonore. Alors, moi je suis Axel Chemla-Romeu Santos et je vais vous présenter ma présentation qui s'appelle donc Représentation variationnelle inversible, une nouvelle approche pour la synthèse sonore. Donc, je suis absolument ravi de passer juste après Philippe, parce qu'en fait, il a déjà raconté la moitié des trucs que je vais dire, mais ça va me permettre peut-être d'aller un peu moins vite et peut-être un peu plus dans le détail de certaines choses. Et, jolie guitare, Max. Alors, donc l'intuition, c'est quoi derrière? Enfin, avec moi, il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, justement, pour revenir un peu sur ce que disait Philippe. Et c'est vrai que sur vraiment ces questions de co-créativité, ce qui est vachement important dans des paradigmes de synthèse sonore, c'est quand même le rapport qu'on a avec cet instrument. Parce qu'un être humain et un instrument, bah, ça crée une boucle d'interaction. Et c'est vraiment l'union des deux et l'interaction, la manière dont ils vont agir l'un sur l'autre, qui va faire en sorte que ça va être bien ou pas. Donc au début, avec les instruments de musique, on avait une interaction qui était purement physique, c'est-à-dire le son était déterminé par les propriétés physiques de l'instrument. Ensuite, avec l'apparition justement des synthétiseurs modulaires, des synthétiseurs analogiques, on est arrivé avec ce que j'appelle une interaction structurelle bas niveau, sans jugement de valeur, bas niveau dans le sens où on va vraiment... C'est des paramètres physiques, mais qui vont plus être orientés sur des blocs diagrammes, c'est-à-dire des filtres, des choses comme ça. Aussi par de la composition de sous-blocs, ça commence à apparaître. Et avec l'ordinateur, on arrive vraiment à faire des modes d'interaction qui sont abstraits et où vraiment la numérisation, ça permet d'arriver à contrôler avec un paramètre, 150 paramètres, un peu dans tous les sens, et d'arriver quand même à en faire de la musique, je pense notamment à Autech, ou en tout cas ce genre de surcomplexité. Alors évidemment, il n'y a aucun jugement de valeur, les trois sont tout aussi bien que l'autre. Mais le truc qui a quand même pas mal changé, c'est qu'effectivement, la numération, ça permet une certaine formalisation mathématique de la synthèse sonore. Parce que par exemple, si on prend une description locale d'un signal sonore, donc il y a un signal temporel à une dimension pour faire simple, on va dire. Si jamais on prend une fenêtre de n samples, de n échantillons, pardon, j'ai l'habitude de parler en anglais, en fait, ça va nous donner ce qu'on appelle un espace de données où on pourra dire que chaque point, chaque échantillon de notre fenêtre, ça va être une position dans un espace à grand n dimensions. Et donc, par exemple, effectivement, dans un point de cet espace, on aura notre sinusoïde, dans un autre point de cet espace, on aura un carré, une onde carrée. Et ce qu'on peut se dire, c'est que du coup, par exemple, si on prend un synthétiseur, il va avoir une quantité de sons possibles à émettre. Par exemple, si je prends un oscillateur avec un filtre simple, on se comprend. Du coup, en fait, il y a des sons qu'il ne va pas pouvoir faire. Et donc, ça va créer une sorte de sous-surface dans cet espace de données. C'est ce que Philippe... ça correspond avec ce qu'expliquait Philippe sur l'hypothèse de sous-variété, manifold hypothesis. Et donc, il y a un sens qui va dire, on va prendre un point de cet espace de données et par un processus qu'on peut appeler analyse, on va en tirer des informations au niveau, donc par exemple des descripteurs perceptuels, des indices de classification pour les trucs qui sont un peu à la mode. Et dans l'autre sens, on va pouvoir dire ce qu'on appelle génération, c'est-à-dire qu'on a un espace de paramètres que moi j'appelle, dans ma présentation, je vais appeler espace génératif, qui va être un espace d'interaction avec un nombre de dimensions limitées, comme les contrôles d'un synthétiseur, mais ça peut être autre chose aussi. Et ça va être une projection de ce sous-espace dans un espace qui est beaucoup plus grand. Donc ça, je ne vais pas en rajouter des tartines, Philippe a suffisamment expliqué ça tout à l'heure. Le truc qui est très particulier, c'est qu'en général, l'application entre les paramètres et l'espace sonore, elle est très, très non linéaire, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres disciplines, et en plus dynamique, c'est-à-dire qu'elle varie beaucoup avec le temps. Et là, c'est aussi le problème de stationnarité du son qui est très difficile à gérer quand on modélise mathématiquement des signaux sonores. Et donc, en tout cas, on peut dire que l'identité d'une méthode de synthèse, elle peut être définie comme une fonction dynamique de l'espace des paramètres à l'espace des données, et qu'il y a une sous-surface qui est intrinsèque à un synthétiseur donné, on va dire une fonction de synthèse. Et est-ce qu'on peut du coup penser à extraire ces facteurs génératifs à partir des paramètres naturels de la surface intrinsèque qu'on va analyser? Et ça, c'est le point d'entrée quelque part des approches de machine learning en synthèse sonore. Parce qu'en synthèse sonore, il y a eu plusieurs types d'approches qui, pareil, sans jugement de valeur, sont toutes aussi bien que les autres. Il y a ce que j'appelle les approches modèles de manière un peu vulgaire. Donc, tout ça, c'était il y a couteau, hein, mais c'est 20 minutes. Donc, il y a les approches modèles qui vont dire on va avoir un modèle génératif, on va faire des heuristiques, on va générer, et on va regarder à quel point ça correspond au phénomène qu'on étudie. Je pense notamment aux tout premiers algorithmes génératifs, les systèmes, la grammaire générative, ce genre d'algorithmes. Et après, il va y avoir une réévaluation du modèle, et ça va être une sorte de jeu de ping-pong comme ça,
où on va affiner le modèle au fur et à mesure pour faire pas faire correspondre ça à la réalité du phénomène qu'on analyse. Il y a aussi des approches d'analyse-synthèse qui vont dire OK, on a un phénomène audio où on a des propriétés qu'on veut extraire de ça qui sont pas c'est très difficile d'extraire automatiquement ça à partir du signal qu'on analyse. Du coup, on va trouver des représentations inversibles, comme par exemple la géométrie transformée de Fourier, parce que elle fait encore les beaux jours du DSP moderne. Et à partir de cette représentation qui est beaucoup plus appropriée aux propriétés qu'on veut retirer, on va en extraire des propriétés cibles, donc par exemple la fréquence fondamentale, l'angle spectral, etc. Et en plus, à l'inverse, comme cette représentation inversible, ça va permettre de faire de la génération haut niveau, c'est-à-dire on va plutôt composer par exemple dans l'espace spectral plutôt que de composer directement sur la forme d'onde. Et un peu à l'interface des deux, il y a les approches statistiques, c'est-à-dire qu'on va prendre soit le signal, soit une représentation. Et c'est ce que dit, donc là, je fais le lien avec ce que disait Philippe tout à l'heure. On a des modèles stochastiques qui sont paramétriques, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'on prend un ensemble de signaux, tous ces signaux vont être issus d'une distribution de probabilité intrinsèque qu'on va modéliser en essayant de la modéliser. Et donc, une manière de faire ça, c'est ce qu'on appelle les modèles stochastiques paramétriques, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste avoir P de X qu'on va juste sampler. Cette distribution va dépendre de paramètres et on va essayer de retirer ces paramètres avec une fonction. Donc, par exemple, typiquement, on va essayer de savoir quel genre de données sont les plus probables par rapport à la loi qu'on formule. Le problème, c'est que du coup, on fait que de la génération par échantillonnage et on ne peut pas contrôler directement la génération. Donc là, en faisant un petit saut sur l'apprentissage machine, à la base, l'idée de l'apprentissage machine, c'était de prendre des données, de modéliser une fonction qui dépend de paramètres et d'arriver à en étirer une certaine tâche qu'on va formuler, comme par exemple la discrimination, la régression, etc. Et le problème, c'est quand plus les tâches devenaient complexes, plus l'identification directe était impossible. Quand je dis identification directe, c'est-à-dire par exemple exprimable en forme fermée, ou en tout cas avec des algorithmes d'approximation simple. Et donc, ce qui a un peu fait les beaux jours du machine learning moderne, c'est l'optimisation convexe de descente de gradient. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des solutions analytiques pour approximer la fonction. On va passer par ce schème d'optimisation pour arriver à optimiser une fonction qu'on ne pourrait pas arriver à retrouver avec des mathématiques simples, on va dire. Et pour cela, il faut une fonction de coût. Et c'est à partir de cette fonction de coût qu'on va optimiser le réseau. Donc ça, par exemple, là, clairement, les réseaux de neurones, ça fait partie de ce genre de choses. C'est des fonctions qu'on ne peut pas analyser directement mathématiquement, mais le fait d'utiliser de la descente de gradient, ça va permettre d'avoir des approximations haute capacité et hautement non linéaires, et qui vont pouvoir prétendre à s'attaquer à des tâches complexes. Donc, par exemple, ça, je l'avais mis après cette slide. Mais par exemple, en audio, typiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'on essayait de l'utiliser pour des tâches comme la classification de pitch, classification de genre. Enfin, j'imagine que vous avez tous vu ça. Donc, les avantages, c'est que ça permettait des nouvelles approches pour des tâches complexes qu'on n'arrivait pas forcément à appliquer directement avant. Et il y a eu des gains significatifs en efficacité. Le problème, c'est qu'il y a une tâche qui est mathématiquement formulable, donc ça s'applique à certaines choses, mais pas forcément à d'autres. Et clairement, la synthèse sonore, ce n'est pas du tout le genre de domaine où on peut formuler directement des tâches mathématiquement comme ça. Et en plus, il faut en général beaucoup de données, et il y a une question d'interprétabilité qui peut être gênante pour certaines prétentions musicales, on va dire. Donc, que tirer de ces méthodes pour la synthèse sonore? L'avantage, c'est qu'effectivement, si on peut comme ça modéliser avec des approximations de fonctions haute capacité des mappings qui sont complexes, on peut peut-être arriver, avec ces évolutions, à, d'une part, prendre cet espace de données et essayer d'en analyser des données cibles, donc c'est-à-dire d'extraction de représentation continue avec un nombre de dimensions qui est bien moindre, ce qui revient quelque part à une tâche de compression, mais quelque part, on peut aussi imaginer un synthétiseur comme un compresseur si on arrive à faire le chemin inverse, mais aussi, on peut aussi arriver à synthétiser à partir des facteurs génératifs extraits grâce à des modélisations haute capacité et du coup aussi d'avoir une interaction qui est complexe avec ça. Donc là, ça, c'est une ancienne ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, pour le coup, c'est un parti pris. La possibilité d'interaction riche entre l'espace de contrôle et l'utilisateur. Parce qu'effectivement, quand on a un espace de contrôle qui est simple, en général, c'est quand même pas très amusant. Et c'est vrai qu'en général, on préfère plutôt avoir les synthétiseurs qui sont inspirants pour les musiciens et qui sont drôles à utiliser. C'est justement qu'il y a des mappings un peu complexes. Il y a vraiment une démarche exploratoire de la part du musicien qui permet de créer cette intimité qui, pour moi, est fondamentale dans ce genre de discipline. Parce que, comme on dit, la différence, c'est l'espèce du désir. Ensuite, aussi la possibilité d'apprendre sur des données personnalisées, incluant la pratique du musicien. Et ça, pour le coup, c'est justement un peu une quatrième étape que je vous présentais avec les 3 étapes de la synthèse sonore. C'est que ça, pour le coup, c'est un truc qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment
si on a des algorithmes simples et qui sont facilement entraînables par les gens, on peut arriver à faire des algorithmes qui vont apprendre sur des données personnalisées. Donc, par exemple, telle banque de sons, les premiers cris du petit bébé Anatole de la tante, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment quelque chose qu'on puisse, et vraiment, enfin, un peu sur l'ordre de la lutherie, si on veut. Et aussi, en plus, ce sont des méthodes qui sont assez flexibles, ça je vais le présenter un peu plus tard, et du coup, ça permet vraiment de nombreuses applications, donc des formations, transformations, aussi synthèse multimodale, par exemple, générer de l'image et du son en même temps. Et donc, vraiment, c'est la diversité de ces applications qui peut justement arriver à empêcher cet effet très normalisateur à partir du moment où ça rentre dans l'intimité des musiciens qui l'utilisent et que ce n'est pas juste un truc qu'on sample pour arriver à faire de la musique, quoi. Et donc, maintenant que ces trois critères-là ils sont un peu dits, qu'est-ce que ça nécessite? Ça nécessite déjà de développer des algorithmes légers, parce qu'effectivement, on va pouvoir entraîner sur les sons du petit Anatole pour un musicien qui a juste un ordi avec un CPU. Il n'a pas forcément besoin d'une tour de GPU comme la plupart des algorithmes qui existent maintenant. Il faut aussi, le problème aussi, c'est que tout ça, c'est centré sur des tâches en général. Il va falloir des tâches qui sont claires. Et le problème, c'est que centrer l'entraînement d'algorithme sur une tâche en général, c'est pas forcément directement copain avec la créativité exploratoire, parce qu'il y a des gros problèmes d'évaluation. On sait qu'en général, quand on évalue ce genre de modèle en machine learning, ça ne va pas du tout être sur des évaluations créatives, ça va être sur des évaluations, comme disait très bien Philippe tout à l'heure, qui sont un peu tautologiques, parce qu'ils ne peuvent pas sortir de leur propre modélisation. Et aussi des systèmes ouverts et manipulables. Moi, je crois beaucoup à ça aussi. Pour moi, on peut arriver à se faire de la familiarité avec l'instrument quand on peut vraiment rentrer dedans et du coup arriver aussi, alors soit équer un peu le système, soit jouer avec, mais en tout cas vraiment le pousser à ses limites, parce que c'est la première chose que font les musiciens en général. Ils arrivent devant un synthé, ils poussent tous les potards à fond, et il faut que cette réponse-là, elle soit agréable, ou en tout cas inspirante. Et donc tout ça, c'est pour vraiment aller vers une approche expérimentale des modèles génératifs d'apprentissage machine. Quand j'entends expérimental, c'est vraiment dans le sens de la musique expérimentale, c'est-à-dire on a un objet, et plutôt que d'essayer, comme on fait en général dans le machine learning, à cause de l'ontologie de ce genre de méthode, d'essayer d'en faire quelque chose, on va plutôt les prendre en tant qu'objet et d'arriver à voir, OK, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'esthétique, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'utilisation, etc., comment ça peut s'intégrer dans les pratiques des musiciens et dans des contextes de co-créativité. Et du coup, in fine, donc ça rejoint un peu ce que disait, je ne me souviens plus de votre nom, mais la première personne qui a posé une question à Philippe. Justement, une des manières d'éviter pour moi cet effet très centralisateur, c'est vraiment d'intégrer ça le plus vite possible dans des démarches de recherche et création, c'est-à-dire vraiment collaborer avec des musiciens et vraiment développer une recherche aussi en ping-pong avec les besoins des compositeurs, des musiciens, des interprètes et du grand public, bref, des gens, quoi. Donc, l'avantage, c'est que du coup, Philippe a aussi présenté beaucoup de choses, donc je vais pouvoir aller assez vite là-dessus. Mais en fait, c'est quand même assez récent l'application en synthèse purement sonore, ce genre de modèle, parce que c'était quand même un défi technique. Parce que, comme vous le savez, les séries temporelles en audio sont très très denses, et donc c'est pas forcément évident. Donc, un des premiers modèles à avoir vraiment réussi à le faire avec brio, c'est ce qui s'appelait WaveNet, qui était une sorte en fait de très très gros modèle autorégressif qui était appris. Sauf que c'était vraiment extrêmement coûteux et une génération sample par sample qui prenait une fenêtre énorme dans le passé. Donc, voilà, il faut vraiment une tour de GPU pour entraîner ça. GPU, pardon, processeur, qui sont souvent utilisés en machine learning pour aller vite. Une des autres approches qui était un peu à la mode aussi, c'est les approches antagonistes, adversariales en anglais, donc qui était basée effectivement sur un module qui générait au début complètement au pif et un discriminateur qui essayait de faire la différence entre les vraies données et les fausses données. Donc ça marche pas mal et ça a une très très haute capacité de modélisation, c'est-à-dire que ça peut vraiment arriver à très très bien synthétiser des exemples. C'était assez impressionnant. Et ça faisait aussi, ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup fait tilter, c'est que ça produisait des artefacts qui étaient très séduisants, notamment, mais le problème, pas en image, parce qu'en son, malheureusement, les artefacts, c'est pas du tout la même heuristique. Mais mine de rien, c'est pas pour rien que c'était les premiers algorithmes utilisés par des artistes en image, des artistes graphiques. Parce que justement, c'était les artefacts qui avaient ramené les artistes. Et ça me fait aussi beaucoup fait réfléchir dans comment évaluer ce genre de modèle, quoi. Bon, après, il y a des problèmes aussi, c'est que l'entraînement est instable et puis il n'y a pas d'apprentissage de représentation. Donc justement, cette autre flèche, il n'y a pas d'extraction de contrôle. Donc en fait, ça en fait des algorithmes qui ne sont pas contrôlables à proprement parler. Et donc enfin, l'auto-encodage variationnel, donc Philippe vous l'a présenté, mais ça c'est le nerf de la guerre, je ne vais pas en rajouter une tartine non plus. Donc vous l'avez compris, l'idée c'est qu'on va considérer que nos données sont issues d'une densité de probabilité qui est cachée, qu'on va essayer de retrouver. Donc dans un sens, on va essayer de partir des données pour retrouver cette distribution de probabilité, ce qu'on va appeler l'inférence, et à l'inverse, le sampling, l'échantillonnage. Et pour des modèles très très simples, on va apprendre ça, on va juste maximiser la probabilité des données par rapport à d'autres modèles. Donc là, le rond avec le x à l'intérieur à côté, c'est parce que c'est une variable aléatoire, c'est en graphe, on la met comme ça.
En général, il faut des paramètres pour arriver à apprendre. Donc, on peut aussi considérer les paramètres comme des variables aléatoires. Donc là, on va essayer d'avoir dans ces probabilités des paramètres en fonction des données. Et donc là, c'est là où l'équation de Bayes arrive en jeu, l'inférence bayésienne. Donc l'idée, c'est qu'on peut arriver à calculer, sous des conditions malheureusement assez limitées, la distribution des probabilités après l'observation des données en fonction du modèle génératif qu'on a choisi. Et l'étape encore au-dessus, parce qu'une fois qu'on a réussi à retrouver nos paramètres, le problème, c'est qu'on n'arrive pas forcément, on peut pas les contrôler. Si on bouge les paramètres, on détruit notre distribution de probabilité. Donc, on aimerait bien avoir des paramètres latents pour réussir à ajouter des contrôles et enfin d'arriver à trouver cette espèce de sainte trinité où on peut vraiment arriver à interagir avec les Z directement tout en ayant une modélisation de distribution avec les paramètres. Et donc ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'en général, il n'y a pas de solution analytique. Et du coup, ça, c'était un peu gênant. Et, alors, les autoencodeurs variationnels, le petit exploit que ça a réussi à faire, c'est qu'effectivement, ça a réussi à mixer deux méthodes très courantes de machine learning, très courantes, pardon, excusez-moi, une méthode assez ancienne de machine learning qui s'appelait les autoencodeurs, et justement ce principe d'inférence bayésienne. L'auto-encodeur, c'était dans l'idée assez simple, c'est-à-dire qu'on a des données, et puis on a un espace qu'on va appeler le code. Donc, par exemple, l'espace des données fait 1024 dimensions. Le code vient en faire, par exemple, que 6-8. À la base, c'était fait pour de la compression. Et donc, on va entraîner un réseau de neurones à projeter, qu'on appelle le décodeur, à projeter les données dans le code, et inversement, un décodeur à projeter le code dans les données. Donc, voilà ce que j'ai marqué par Z égale E de X et X égale D de Z, E l'encodeur, D le décodeur. Donc, l'avantage, c'est que là, il y avait des représentations qui étaient haute capacité, parce qu'effectivement, les réseaux de neurones apportaient une non-linéarité qui donnait beaucoup d'expressivité au modèle. Et en plus, il n'y avait besoin d'aucune hypothèse sur les données, donc aucune modélisation, ça marchait comme ça. Le problème, c'est qu'en général, les représentations étaient dégénérées. Ce que j'entends par dégénéré, c'est que par exemple, les axes ne faisaient pas beaucoup de sens, les distributions étaient un peu. On ne peut pas naviguer dedans parce qu'en fait, il y a beaucoup de bruit dans cet espace. Donc, par exemple, si je vais d'un point A à un point B, il n'y a absolument aucune assurance que ce qui est entre les deux appartienne à la distribution. Et du coup, forcément, ça généralise très mal. À l'inverse, justement, ces mécanismes d'inférence latente bayésienne, le problème, c'est qu'en fait, elles sont basées sur des hypothèses mathématiques qui sont très fortes si on veut avoir la solution en forme fermée. Et malheureusement, elles ne sont pas très exprimables. Mais l'avantage que ça, c'est qu'on a une modélisation probabiliste explicite et notamment aussi la captation de l'incertitude par le modèle, quelque chose de très important pour justement bien généraliser et avoir ce qu'on appelle des variables latentes robustes. Par exemple, je sais pas, pour ceux qui connaissent les modèles de Markov cachés, ça fait partie de ce genre de modèle. Donc, comment on peut arriver à mixer les deux? Dans l'idée, c'est assez simple, mais il fallait le trouver. Et ça, c'est Kingma qui l'a fait dans justement l'article sur les autoencodeurs variationnels, simultanément avec Rezen 2, mais bon, c'est une autre histoire, en 2014. C'est-à-dire qu'il a utilisé en fait des réseaux de neurones pour encoder non pas juste un point dans cet espace, mais une distribution. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser des réseaux de neurones pour définir une distribution dans cet espace latent, donc Q de Z sachant X, qu'on va appeler les distributions d'inférence ou alors l'encodeur, etc. Et aussi, on va entraîner quelque chose qui prend un Z et qui va définir une distribution dans les données. Donc, X égale P de X sachant Z. Et donc, l'avantage, c'est qu'en fait, en faisant ça, c'est-à-dire en utilisant simultanément des modèles stochastiques et des réseaux de neurones, ça nous permet en fait de prendre un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on grâce aux distributions, on enlève ce côté de mauvaise généralisation et de représentation dégénérée, mais on garde l'expressivité. Et du coup, c'est assez efficace. Et c'est pour ça que ça a fait son petit buzz à l'époque. C'était à la mode. Et du coup, si on prend tout comme des normales, diagonales, donc quand même quelque chose qui est assez pauvre même, en termes d'expressivité probabiliste, mais comme il y a ce mapping qui est hautement linéaire entre les deux espaces, ça suffit largement. Et donc, on entraîne sur ce qu'on appelle une norme pardon, excusez-moi, sur l'elbow, sur la log évidence, c'est ça, la log évidence du modèle, on peut arriver à prouver grâce à ce qu'on appelle l'apprentissage variationnel, on peut arriver à trouver qu'en fait, en maximisant le terme que vous voyez à votre droite, qui est en fait la somme d'une erreur de reconstruction, c'est-à-dire qu'on va comparer les données qui sont générées aux données réelles, et ce qu'on appelle une régularisation, c'est-à-dire qu'il va empêcher en fait chaque point de l'espace latent d'être un peu atomisé un peu partout dans l'espace, mais qui va forcer à les coaguler. On va arriver à prouver qu'en fait, la somme de ces deux termes va forcément, si on les optimise, maximiser la probabilité globale de nos données par rapport à notre modèle. Et l'avantage, c'est que ça fait du coup une fonction coût qu'on peut entraîner, et ça de manière complètement non supervisée. Donc ça nous permet de faire l'extraction automatique de facteurs continus génératifs, parce que notre espace latent, il est continu.
Donc, ce qui revient un peu à avoir une représentation réversible haut niveau et haute capacité non linéaire. Et en plus, il se trouve que justement ce mécanisme bayésien fait que l'entraînement est robuste, c'est-à-dire qu'il ne va pas péter des câbles dans tous les sens, un peu comme les adversariaux, il va rester un peu compact. Et surtout, il est assez léger. C'est vrai, enfin, par exemple, si avec un seul GPU, on peut entraîner des très bons modèles en 2-3 heures, quoi. Alors du coup, parlons un peu de musique. Et là, vous me direz si vous entendez des exemples sonores. La première application sonore directe qu'on peut avoir, c'est effectivement l'exploration directe de ces paramètres latents. Donc, par exemple, on va prendre un Z et on va décoder ce qui se passe dans l'espace des données. Alors voilà, ça c'est juste une petite trajectoire comme ça. Donc le premier, c'était sur un ensemble de sons de modulation de fréquence. Là, c'était sur sur un ensemble de vents. Il y avait vent, vent, cordes, etc. Donc les premiers, c'était juste des lignes, un peu des trajectoires comme ça. Mais là, on commence à faire des loops. Donc ça, c'était aussi pareil dans le même espace que l'avant-dernier. Et enfin... Ça, par exemple, c'est des sinus dans l'espace latent d'un modèle entraîné sur des synthèses additives. Donc on voit que curieusement, il y a quand même une identité des corpus de départ, mais que l'espace qui est produit, le son qui est produit est quand même assez original par rapport au support de son apprentissage. Donc ça commence un peu à devenir intéressant et en plus directement contrôlable. Donc ça, par exemple, c'est un truc qu'on a utilisé avec Hugo Scurto aussi dans une performance en temps réel, où lui, il avait un module d'exploration entraîné par renforcement au cours de la performance qui explorait directement l'espace latent. Et du coup, on a fait une pièce de 10 minutes comme ça au gym de l'année dernière, si je ne me trompe pas. Le petit ajouté. Il faut vraiment que je pense à enlever mes notes sur mes slides, ça m'arrive tout le temps. Ah, mon ordinateur, est-ce qu'il est content? Qu'est-ce qui se passe? Ok, tout va bien. Est-ce que tu pourrais aller vers la conclusion, Axel, petit à petit? Non, on est à 11 minutes. En 11 minutes? Moi, j'ai 11. On est à 20 minutes. Moi, j'ai 11 minutes. Et, je l'ai survu. Mais enfin, j'accélère, ok, très bien. Parce que là, j'en suis qu'au début. Bon, alors du coup, ça, je passe là-dessus parce que, ouh là là, mon ordinateur, voilà. Donc, on peut... donc, encore d'autres exemples sonores, s'il veut bien. Donc, voilà, ça, c'est une chèvre. Et par exemple, ça, si on les fait passer dans le modèle de violon, parce qu'on peut aussi l'utiliser en tant qu'effet, on peut utiliser des sons qu'on encode, même s'ils n'ont rien à voir avec les distributions d'entrée, et on va générer directement à partir de ça. Donc ça, c'est sur un modèle qui est entraîné sur des violons, ou alors encore une voix. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, joie. Donc on voit que même si c'est des sons qu'il n'a absolument pas appris pendant son rythme d'entraînement, il arrive quand même à transférer un peu de ce qu'il avait appris sur son corpus d'entraînement sur des sons qu'il ne connaît pas. Donc voilà, bon, je vais accélérer du coup. Mais l'idée, c'est que le problème, c'est qu'en fait, la représentation qu'on obtient, comme l'obtient de manière non supervisée, on ne peut pas vraiment savoir comment l'organiser. Et avec Philippe, on a essayé 2 ans à peu près de faire des heuristiques comme ça, on n'y est pas forcément arrivé. Parce qu'en fait, du coup, comme il y a une phase de compression et de décompression, le problème, c'est qu'il y a l'espace latent a beaucoup de charges en termes d'information. Donc, on peut aussi trouver une manière de le libérer en lui donnant des indices sur comment ranger les choses. Et donc, ça, typiquement, ça peut se faire avec des informations symboliques. Donc, par exemple, on peut rajouter des classifieurs. Par exemple, là, j'ai rajouté juste un classifieur sur la première dimension. Et on peut voir qu'en fait, ça aide complètement à ranger l'espace latent pourvu que le classifieur ait une petite capacité. Donc, ça peut être une méthode douce d'organiser l'espace latent. Il y a aussi du coup les méthodes de conditionnement, c'est-à-dire qu'en fait, on va donner en entrée supplémentaire l'information symbolique. Donc, on va moduler la sortie du décodeur avec les informations symboliques, soit dans le décodeur, et effectivement, dans ce cas, l'encodeur n'a pas besoin de la savoir, comme ça peut être une représentation globale à le tour corpus, ou alors aussi le donner à l'encodeur. Et dans ce cas, c'est un peu comme si ça fournissait un espace différent à chaque symbole. Et donc, par exemple, si on prend un son, là, c'est un son de corps qui est ressenti.
resynthétisé par le VAE. Et maintenant, on encode le même son, je ne change pas de son, je vais juste changer le conditionnement de l'encodeur et du décodeur pour qu'il fasse une descente chromatique parce qu'il est conditionné sur le pitch et sur l'octave. Donc il arrive même il arrive quelque part à extrapoler ou en tout cas à mettre en lien les espaces qu'il a appris. Donc il y a quand même une cohérence latente même avec le conditionnement. La montée d'octave est un peu moins glorieuse. Parce qu'en même temps, un corps à octave 0, je ne sais pas trop ce que ça pourrait faire. Mais c'est quand même assez convaincant, en tout cas dans la zone raisonnable entre l'octave 3 et l'octave 5. Donc après, bon, je passe sur l'apprentissage semi-supervisé, du coup. Donc en tout cas, voilà. Donc pour l'implantation, les méthodes d'évaluation d'apprentissage machinique global ne permettent pas d'évaluer le potentiel musical sur ces méthodes. Et donc, pour vraiment réussir à les évaluer de manière créative, il faut concevoir un environnement accessible par plusieurs catégories d'utilisateurs et développer une véritable approche recherche-création pour la conception de la véritable quête sonore. Donc, pour moi, ça se fait en 3 niveaux. Il y a vraiment la bibliothèque bas niveau Python pour permettre aux gens d'entraîner leur modèle et d'arriver justement à jongler un peu avec, à construire leur propre modèle, à se faire vraiment la main dessus, se construire une intimité avec ça. Il y a aussi les environnements mi-niveau qui vont être en max, enfin, pour le moment, on a fait en max qui sont implémentés. Et les environnements au niveau qui étaient censés être prêts pour aujourd'hui, mais Mac a décidé d'enlever son support OpenMP, donc finalement non. Mais ça va venir, j'espère, dans les prochains mois. Donc bon, pour faire vite, la bibliothèque bas niveau, vraiment, donc voilà, il y a une librairie maintenant, elle est accessible sur GitHub, donc qui facilite tout ce qui est import de données, images ou audio pour se faire, et aussi tout ce qui est import de données symboliques, des données, des fonctions faciles pour la construction de modèles avec plusieurs modèles différents, etc. Des fonctions de coût algébriques aussi pour que chacun puisse aussi faire un peu ses propres cuisines, parce que pour moi, c'est vraiment important aussi. Et pour ceux qui n'ont pas envie de s'emmerder à coder un peu tout ça, un environnement global où il y a juste à mettre ses sons et à entraîner le modèle logiquement. Donc tout ça, c'est sur GitHub depuis ce matin à 4h30, enfin en modèle déployable. Et aussi avec en bonus, parce que ça, c'est un petit fantasme personnel, mais vu que justement l'interaction d'exploration, elle peut se faire directement par l'exploration dans l'espace-temps et du coup en générant des trajectoires, j'ai commencé à faire un petit prototype pour essayer de viser un peu une visée live coding avec ça. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose, mais l'idée, ce serait vraiment d'arriver à faire un interpréteur en temps réel qui commande des trajectoires dans l'espace. Et donc, environnement mi-niveau, ça passe malheureusement parce que pour le moment, il n'y a pas encore le choix par OSC, mais on peut quand même arriver à faire des choses rigolotes. Donc, il y a 2 environnements max, un environnement offline, donc qui est basé sur une librairie qui avait été développée par Philippe Esselin. Ah oui, la vidéo. Hop. Donc, voilà, avec des modules qu'on a développés avec Philippe Esselin et Antoine Caillon. Et aussi en temps réel, et que ça marche plutôt pas mal. Ça, en fait, toutes les 100 millisecondes, ça peut arriver à faire des sons qui sont quand même pas mal. Donc là, je ne sais pas si ça va sur les vidéos, mais vraiment, c'est de la manipulation en temps réel des curseurs. On peut même encoder directement de l'audio en temps réel. Donc voilà, donc pour conclure, enfin, donc les limitations actuelles, je pense que ça s'entend, c'est vraiment la reconstruction de phase, parce que pour le moment, on fait que du spectre, parce que générer de l'audio, c'est pas si facile, de l'onde de pression, c'est pas si facile que ça. Donc effectivement, Antoine Caillon a commencé à travailler là-dessus, et on commence à avoir des pistes qui sont pas trop mal. Mais du coup, il y a toujours la possibilité de la phase instantanée. Bon, ça marche pas très bien, ça non plus. Reconstruire par apprentissage, je trouve que c'est un peu bête. Donc, je pense que vraiment la bonne solution, c'est de passer directement à l'onde de pression. La grosse limite pour le moment en termes de modulation, c'est dynamique, parce que là, vraiment, toute la trame temporelle, j'ai vu qu'elle est donnée par des inputs, par des entrées extérieures, soit par l'interaction avec l'utilisateur, soit par des sons qui sont externes. Donc, je planche en ce moment de manière un peu intensive sur ces côtés-là. Et bien sûr, le déploiement, donc le VST, ça serait quand même un peu le top. Bien sûr, des nouveaux modèles, des fonctionnalités supplémentaires et de la réduction de modèles aussi pour réussir à faire des modèles plus compacts. Et je vous remercie et vive les animorphes. Merci beaucoup, Axel. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? On peut prendre quelques minutes pour discuter. Je pense que les gens ont faim. Déjà? Bon, on va peut-être avancer, Moreno, si personne S'il n'y a pas de questions, manifeste. je vous propose, en fait, sous Discord, notre équipe a créé un salon session 1, en fait, qui permet d'échanger sur en mot, toutes les présentations de la session 1
Et on peut inclure, parce que c'est vraiment dans la continuité, ou c'est plutôt à l'origine de cette session, la conférence de Philippe. Et donc, en fait, je vous propose que les questions, peut-être qu'on peut vous pouvez les échanger déjà sur Discord, si vous voulez, sur cette session, ces salons en particulier, éventuellement aussi sur voilà, ce soir pour l'apéro virtuel. Très bien, merci Axel. Donc, allez, petite claquement des mains. Mais c'est avec